Touche pas, oh, oh. Touche pas, yeah, yeah. Touche pas à maman. Salut tout le monde et bienvenue dans le deuxième épisode de Touche pas ma montre, dédié à un thème dont on parlera juste après. Avant cela, il faut qu'on vous présente un nouvel invité. Il s'agit de Clément. Salut Clément. Salut à tous, merci beaucoup pour l'accueil. Clément. Très content, très honoré d'être avec vous aujourd'hui. J'espère que je serai à la hauteur de vos attentes. Clément, t'es qui? Je suis qui? Je suis un ami intime de Josh. On s'est rencontrés pour la petite anecdote lors d'un voyage scolaire, si on peut dire ça comme ça, en Amérique latine, en Uruguay. Et notre amitié est née autour de l'univers horloger. On faisait des brocantes en Uruguay ensemble pour chiner la moindre petite montre. De là est née une très belle amitié. Une fameuse Omega d'ailleurs. Une fameuse Omega. Ah là là, quelle histoire. Tu portes quoi aujourd'hui Clément? Aujourd'hui, pour commencer un peu à rentrer dans le vif du sujet, puisqu'on va parler de micro-marques, attention, petit spoil, peut-être que j'ai pas le droit de le dire encore. Je porte une Baltic, une Aquascaf, la première génération d'Aquascaf. Est-ce que ce serait pas une montre que t'aurais présentée sur ma chaîne avec ta petite voix, tout ça? Non, c'était pas moi là, c'est invité mystère. Non, mais oui, Josh, j'en ai fait une review de cette montre, si vous voulez aller la voir, c'est juste là-haut dans la description. Bah, très bien, merci. Les autres, on vous présente plus. Quentin, qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Alors c'est marrant parce qu'on en parlera peut-être via les news qui se sont passées cette semaine, mais je porte une Tudor 79-260, donc une small block, qui sont plus fines que les premières générations. Et écoutez, c'est une montre que je trouve au Japon, et c'est magnifique. Franchement, elle est dans un état impeccable, c'est une montre qui a quasiment 30 ans. Est-ce qu'elle est JDM? Elle est JDM? Non, pas du tout. Ah, tu l'as trouvée au Japon, mais parce que voilà, sur le coup. Parce que les prix sont intéressants, voilà, faut pas se mentir. Tu la revends à combien, Quentin? Bah écoutez, ça peut se négocier un peu, mais franchement, je la vois sur des sites assez régulièrement entre 5 et 6 000. Si je peux en tirer 4 008, c'est pas mal. Quitte à négocier un peu, voilà. Ok. Max, qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Bah, la meilleure, justement, micro-marque française, pour moi, Serica 7505. Wow. La toute dernière en 35 mm qui fait pas du tout 35, du coup. Très joli. Au poignet, ouais, c'est trop beau. Vraiment au poignet, c'est vrai. La lunette Vraiment. est plate. Ça a vraiment du caractère. Après, qu'on aime pas, je sais que moi, le bracelet, j'adore. Je sais qu'il y a deux teams, il y en a qui détestent, il y en a qui adorent. Et en plus, ils l'ont un peu changé. Donc, il y a moins ce côté qu'on peut avoir un peu à rage-poil. Mais en vrai, pour le prix, c'est ultra quali, quoi. Je crois que ça sera 1100. C'est incroyable. Et certifié COSC, si je dis pas de bêtises. Certifié COSC. En fait, ils ont tout le temps le même mouvement, si je dis pas de bêtises. Le même sens Soprod à l'intérieur, quelque chose comme ça. Certifié COSC à chaque fois. Non, vraiment, le rapport qualité-prix chez Serica est vraiment top. T'as un fond vert sur celle-là, j'ai l'impression, un peu? Ouais. En fait, c'est un émail. Chaque cadran est différent. Là, Ok. en l'occurrence, c'est avec un ring light, donc ça prend pas beaucoup la lumière, mais dès qu'elle prend la lumière du soleil, Ça clairement, pète. elle est verte. Mmh. Là, j'ai l'impression qu'elle est noire, et dès qu'elle prend le soleil, elle sort Bam, vraiment ça verte. devient vert. Ouais, c'est ça. C'est un peu joli. comme ta Baltic, hein, c'est un peu le même type de soleillage. Ouais, c'est sombre, et dès que tu prends un pic lumineux dedans, bam, tu vois la couleur. Ça, c'est cool, quoi. Et toi, Roméo, qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Ouais, non, mais il avait trop parlé, de toute façon, il commençait à être trop doux, là. Baltic MR01, micro-rotor, celle-ci. Donc voilà. Bon, je te ferai des images de toute façon. Ouais, on a la team Baltic aujourd'hui, c'est T'as super. la team Baltic. Et C'est toi, normal. bouton rouge, Josh de bouton rouge, tu portes quoi aujourd'hui? Alors, je porte l'une des dernières Nevada Grenchen. C'est une réédition du Nevada Vintage et c'est un 35 mm. Elle s'appelle la Antarctic Glacier parce qu'ils ont filé un explorateur qui est parti sur l'Antarctique. C'est un remontage manuel, il y a du Old Radium, donc je vous mettrai les petites photos. Et elle fait vraiment vintage parce que voilà, c'est une réédition et vous verrez ce que pense Max plus tard des rééditions. Ah, mais Nevada, ils font bien pour le coup. C'est un peu leur fond de commerce que j'adore aussi Nevada et les rééditions qu'ils font sont vraiment sympas. Ça me dérange moins que, si on peut rentrer direct dans le sujet, qu'un Nevada fasse des rééditions, qu'un Tudor fasse des rééditions, tu vois. Ouais. Donc, si j'ai pas de bêtises, Nevada, ça a pas été fermé, racheté, relancé. Donc, Si, souvent, ça a quand été tu- relancé. C'est un peu comme SK, c'est un peu comme toutes ces marques-là qui dataient, qui ont été ensommeliers, que tu ressors. C'est justement, ça reste dans l'ADN de la marque, quoi. Oui, c'est une méta en ce moment. Il y a beaucoup de marques qui font ça. Là, je viens de voir que le patron de Bosel, Christophe Hopp, alors je me rappelle plus du tout le nom de la marque, désolé à lui, qui l'a racheté, mais lui aussi, il a fait sa marque. Et visiblement, ça marche suffisamment bien pour qu'il en rachète une autre et qu'il relance. Et pareil, le système, c'est toujours le même. Tu vas chercher dans le catalogue des anciens trucs. Ah ouais.
T'essayes de remettre au goût du jour, tu vois ce qui pourrait être trendy. Et là, typiquement, bah, tu vois, Nevada, ce qu'ils ont bien vu là-dedans, c'est que les petits 35 mm, le unisex, ça commence vraiment à être trendy, hein. Il y en a beaucoup qui s'y mettent, hein. Non, mais 35 mm, là, vraiment, je suis choqué. Là, la série K, c'est un 35 au poignet, sachant que chez eux, j'ai quasiment tout porté. Sincèrement, j'ai l'impression qu'on est sur un 38-39. Vraiment, Ça le fait plus cadre, gros. je sais pas comment ils se sont démerdés, mais il prend vraiment tout le poignet. Alors après, j'ai pas non plus un poignet de dingue, j'aurais fait 18 et J'allais te demi. dire, t'as un gros poignet ou pas? Non, justement, j'ai 18 pas et un demi, gros poignet, c'est mais pas quand mal, même. hein, quand même. Tu vois, Quand même. ça va. Et vraiment, je trouve qu'elle a vraiment une présence au poignet, alors que c'est simple, tu vois. Elle est épaisse? Non, ça va, je crois, 11 mm ou quelque chose comme ça. Peut-être un peu moins. Mais c'est vraiment pas épais, quoi. Puis à porter, en plus avec le bracelet comme ça, là, tu la sens pas. En fait, vraiment, sincèrement, c'est le genre de montre, tu vas te coucher, tu dis, putain, merde, je l'ai pas enlevé. Ok. Bon, bah, les specs donnent vraiment envie. Bah, écoutez, les gars, est-ce que, après ces petites discussions très sympathiques, est-ce que vous avez envie de vous envoyer une chronique? Allez. Bon, faut y aller, hein. Et comme par hasard, le premier qui nous a envoyé une chronique, c'est, bah, le premier qui va passer. Quentin, tu es à l'honneur aujourd'hui. Josh nous demande des chroniques sur des micro-marques. Oh là là. Bon, honnêtement, faut qu'on parle. Je suis pas un fan absolu des micro-marques. Voilà, c'est dit, jetez-moi des pierres, désabonnez-vous, mais je suis honnête. On nous vend du rêve sur Instagram à grands coups de rendu 3D photoréalistes, et du beau storytelling en mode mon grand-père était cheminot et passionné de mécanique, et à l'arrivée, bah souvent c'est déception. Promesses non tenues, manque de moyens, ou malheureusement juste un cruel manque de savoir-faire. Alors attention, je vous vois venir. Oui, il y a des bons élèves, surtout en France où franchement on est gâté. On a Baltic, Serica, Awake, c'est propre, c'est bien fait, mais même là, je bloque. Pourquoi? Bah parce que dès qu'une micro-marque fait un truc vraiment bien, souvent, bah franchement, les prix s'envolent plus vite qu'un influenceur à Dubaï. C'est peut-être un problème d'économie d'échelle, ils n'y ont pas accès, et très vite, je trouve ça très cher pour ce que c'est. Parce qu'en réalité, le marché des micro-marques est divisé en deux catégories. D'un côté, il y a ce que j'appelle les montres salade tomate oignon. Le concept est simple, tu es sur le site d'une usine chinoise, tu ouvres un catalogue de composants génériques, tu cliques sur un boîtier Sublike, des aiguilles flèches, un cadran soleil et vert si tu veux, tu secoues le tout, et là, paf, t'as créé ta marque. Créer une marque de montre, pour certains, aujourd'hui, c'est aussi simple que créer une maison dans les Sims. Le problème, c'est que ça a zéro valeur ajoutée et zéro âme. Et puis de l'autre côté, heureusement, il y a les vrais créatifs. Je pense à deux exemples très différents, Christopher Ward et Otsuka Low-Tech. Ces deux marques-là, elles innovent, elles tentent des choses, elles proposent des complications innovantes, bref, ils tentent des trucs, quoi. Mais du coup, il y a une question qui se pose, est-ce que ces marques-là sont encore des micro-marques? Aujourd'hui, Christopher Ward, ils ont une notoriété vraiment internationale. Quant à Otsuka Low-Tech, son créateur Jiro Katayama est carrément perçu comme un horloger indépendant à part entière. Et je crois que c'est là que se situe mon petit blocage. Pour toutes ces autres micro-marques qui se situent entre ces deux mondes, bah, il manque un truc. Et je pense qu'il leur manque du temps. Il leur manque ce projet épique, cette montre choc qui va traumatiser toute l'industrie horlogère pour leur donner un vrai statut de marque légitime. Quand je regarde une micro-marque aujourd'hui, malgré les designs audacieux et les matériaux originaux, eh ben, j'ai toujours l'impression de voir un projet en gestation. Alors attention, c'est passionnant en tant que spectateur, on voit les marques grandir, évoluer, et moi, bah, j'attends toujours la montre aboutie. Et en attendant, bah, je ne reste que spectateur. Je ne suis pas consommateur. C'est peut-être bizarre, mais j'ai l'impression que le modèle des micro-marques, c'est un peu ce qui est devenu le monde des jeux vidéo aujourd'hui. C'est un peu le syndrome de l'early access. On te vend un jeu qui n'est pas vraiment fini, tu essuies les plâtres, tu paies pour les bugs, et tout ce que tu espères, c'est que la version 1.0 qui va sortir dans 3 ans sera géniale. Et c'est un peu le dilemme ultime de la création. Vaut-il mieux s'améliorer petit à petit, quitte à forcer les gens à acheter des montres parfois imparfaites, afin de financer le projet suivant qui lui sera encore un peu mieux. Et on fait ça jusqu'à essayer d'atteindre le projet ultime, la montre ultime, cette fameuse montre aboutie. Ou alors, comme certains le font aussi, est-ce qu'il vaut mieux s'enfermer dans sa cave pendant 5 ans, tout miser sur un seul et unique modèle, risquer la faillite, mais sortir tout de suite une montre parfaite et aboutie? Alors voilà, c'est la question que je vous pose. Est-ce que vous êtes client des micro-marques? Qu'est-ce qui vous fait sauter le pas et acheter un modèle? Ou bien peut-être que c'est simplement une façon pour vous de soutenir le projet et les prochaines montres. Bon bah voilà, hein, Josh, c'est terminé. Tu peux couper la vidéo. Vous avez fini? Très bien. Très Voilà, bien, voilà. très bien. Bravo pour la chronique, c'est cool. De quoi? Moi, j'ai une question, Quentin. Dis-moi. Est-ce que tu as déjà eu une Baltique au poignet? Si oui, laquelle? Et pourquoi tu dis ça en ayant eu une potentielle Baltique au poignet? J'ai eu les Baltiques, les toutes fines, là, avec les cadrans en pierre, par exemple.
Ok. Mhm. J'ai C'est eu ça. plein de micro-marques au poignet, tu vois. Je veux pas descendre aucune marque, tu vois. C'est vraiment pas mon but. Je sais que c'est compliqué de faire des projets comme ça. Mais c'est juste que souvent, c'est vrai que les montres sont très belles, mais une fois que tu les as en main, il y a un petit côté, je sais pas, gadget, il y a du jeu, tu vois que il manque un truc, ça fait peut-être moins solide. C'est dur à expliquer, mais ça fait pas jouet ou gadget, tu vois. Mais on sent qu'il y a une qualité, une fermeté, on va dire, que je trouve pas forcément dans d'autres marques plus établies. Voilà. Quentin, serais-tu dur et condescendant parce que tu portes une Tudor aujourd'hui? Ouais, c'est ça que Alors ça non, raconte. pas du tout. Surtout que, croyez-moi bien, je suis un peu en sueur parce que faut que j'arrive à la vendre en réalité. Hein. Il faut pas que tu la rayes. Mais condescendant, non. Après, c'est sûr que c'est des marques qui font ce qu'ils peuvent. Ça, j'en ai aucun doute. Ils sont obligés de faire tellement d'efforts en communication que, effectivement, ils sont obligés de vendre du rêve et ils te vendent une montre qui est très belle et qui le sont souvent. Mais c'est juste en main, dans la tenue de la montre, je trouve qu'il manque quelque chose souvent. Les fermoirs un peu lâches, le bracelet qui fait du bruit, qui a du jeu. Voilà, ce genre de choses. Qu'est-ce que vous en Après, pensez? ça dépend de la Alors, gamme. Je suis d'accord avec toi, si tu micro-marques, on va dire, qui te sort des montres, je sais pas, à 5000 euros, je serais beaucoup moins regardant, mais que tu vois, un Baltic sur, je crois que ça commence à 490, À peu près, ouais. à 500 euros. Tu sais, c'est pour moi comme un peu, genre, la Tuosa à l'époque, tu vois, elle a plein de petits défauts, mais son prix fait que on lui pardonne Ok. ces choses-là. Par contre, c'est vrai que, effectivement, moi, je prends l'exemple de Serica parce que, à titre perso, je trouve que c'est ultra bien fini. À ce prix-là, par contre, quand tu commences à être 1002, 1005, on est passé à 1006, 1007, bon, tu veux pas que le bracelet soit nul. Enfin, tu veux vraiment, c'est quand même un beau budget, tu vois. On arrive vraiment dans les 1005 à quelque chose d'assez beau, tu vois. il y a autre chose, c'est que qu'est-ce qu'on va chercher dans les micro-marques? Alors oui, la qualité de la montre, ça va être important, les finitions, le jeu sur le bracelet, d'accord. Mais on va aussi beaucoup chercher une identité. Moi, par exemple, tu vois, sur les Field, je suis pas un grand fan en règle générale. Et la seule que je me verrais porter, c'est une Serica. Parce que je trouve que elle a vraiment son identité à elle, elle a sa gueule. Serica, t'as pas besoin de voir le logo, d'ailleurs il y en a pas. T'as pas besoin de voir le nom sur la montre. Tu sais que c'est une Serica. Et je pense que Ou c'est que ça c'est une le... XDAO iPose. Ouais, mais du coup, Voilà, cherches mais la il y a que merde, Clément qui a compris, merci, tu veux, hein, ça va faire tu veux plaisir. briller auprès de tout le monde, toi. Tu veux vraiment pas bosser avec les gens, toi. non, Non, mais en mais vrai, les Chinois copient tout ce qui passe, tu vois. Je sais que les bracelets sont faits en Italie, mouvement suisse. Bah, t'as toujours un peu des composants qui traînent, t'es obligé d'acheter en Asie. non, Enfin, en vrai, les bracelets, ils arrivent pas à les faire. J'ai regardé bien les XDAO iPose, tout ça, ils arrivent pas à faire ces fameux bracelets Serica chelous là. Je pense qu'ils ont pas encore trouvé le moyen. Ils vont le trouver. Par contre, un truc qui pourrait être très intéressant, vous me direz ce que vous en pensez. J'ai peur de me faire griller par la marque, mais j'ai très envie d'aller là-bas chez Serica à Paris là et de me ramener avec une XDAO et leur demander ah, vous faites encore ce modèle et tout, voir s'ils connaissent bien ouais. leur modèle. Moi, je sais J'avais qu'après, un la marque, elle est faite vraiment par deux passionnés, tu vois. Donc, je pense qu'ils vont toquer direct. Après, c'est vrai que les Chinois, c'est un peu leur force, hein. Dès qu'il y a quelque chose qui sort, il leur faut 2 semaines pour copier et ressortir. Je peux parler que de Serica, parce que j'ai jamais porté de Baltic, mais moi, je sais que le niveau de finition sur cette marque-là m'impressionne et je pense pas que toutes les marques bossent aussi bien, en tout cas. Ont vraiment, allez, ce souci du détail. Moi, c'est une surprise pour personne. Je suis en train de travailler sur une marque. Quand tu vois toutes les contraintes financières à un moment donné, t'es obligé un peu de faire des concessions, surtout quand c'est tes premiers modèles. Parce que comme tu disais, Romulo, à juste titre, tu vas pas chercher juste un rapport qualité-prix. Quand tu veux créer une marque, il te faut en fait un univers. C'est même ça qui prime. Aujourd'hui, pourquoi Serica a tout cassé? Parce qu'il y a une identité vraiment forte. Pourquoi Baltic ça a tout cassé? Il y avait vraiment une identité forte, un peu no vintage à l'époque, personne faisait ça. Et rapport qualité-prix de dingue, ils se sont pas pris la tête, tu mets un Miyota, des bons composants, à un prix. Ils prenaient des mouvements chinois avec des complications qu'on pouvait pas avoir à des prix très élevés. Typiquement, la MR01, c'est un micro-rotor. La montre, je l'ai payé 350 balles d'occasion. Donc Et au début, ils Ouais, avaient y fait un a pas de chrono micro-rotor. sous ST quelque chose, non? Exactement. Bah, Mais- ST19, comme dans la Cigoule. Voilà. Dans ta dernière vidéo sur Serica, notamment, tu pointais le fait qu'il y avait une cohérence de marque, que tous les modèles, Ouais. ils avaient une identité et que l'ensemble était cohérent, ce qui n'était pas le cas de toutes les micro-marques qui travaillaient pas toutes de cette manière. Et bon, faut le mettre déjà à ton crédit de l'avoir vu et à leur crédit de le faire. Ouais, après, moi, ça compte pas, je pense tout parce que genre, je suis vraiment un fada de la marque. Une autre chose très juste que t'as dit, Quentin, c'est en mode définir micro-marque. Aujourd'hui, un Baltic, ça fait, je crois, 12 millions de CA annuels. C'est Quand plus tu une tires- micro-marque, non? Et tu Ouais, on va voir ça. Mais le Bah, positionnement, c'est aussi ce qui fait vendre parce que on en avait un peu parlé dans le dernier épisode. Il y a beaucoup de marques et moi, ce qui me fait chier aussi beaucoup avec les marques suisses où ça se réinvente pas. Du coup, on va vers ce type de marque moins chère qui sait un peu de faire des choses un petit peu plus sexy. Je sais que Baltic, leur édition avec les pierres, je crois que ça a été vendu en 2 minutes. 600 montres, 2 minutes.
Là, on est Abusé. plus sur Après, C'est spoil énorme. pas ta chronique, Max. Hein. Starter. Non, mais c'est vraiment, je trouve, c'est impressionnant pour une marque qui s'est lancée à 7 ou 8 ans maintenant. Je suis Enfin, d'accord avec toi, Max. 10, 12 Ah, ça millions. arrête de marrer. Et tu vois, je pense que c'est aussi quelque chose qu'ils sont pas forcément travestis, ils ont pas baissé leur standard. Enfin, durer autant de temps, se faire un nom, t'es revendu à l'étranger, c'est vraiment chapeau, tu vois. Mais par contre, t'as dépassé le statut de la micro-marque. Parce que typiquement, Baltic, je trouve que ils continuent d'essayer de pousser leurs limites. Tu vois, il y a pas longtemps, là, ils ont sorti une montre qui est magnifique. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il y a de tout, parce que t'as des micro-marques où t'as l'impression qu'il y a moins cette ambition de vouloir grandir et s'améliorer, et qui continuent de faire des trucs un peu génériques. Bah, en fait, ils font Et des montres sans avoir une DA. exactement. En fait. C'est ça qu'il faut. C'est en mode quand tu crées une marque, tu dois vraiment en fait avoir un créneau. C'est ça que les gens parfois comprennent pas. C'est pas juste faire une belle montre avec des bonnes specs. C'est très bien, je pense, l'horlogerie. C'est pour ça que Rolex domine le monde, c'est qu'ils ont toujours été ultra forts depuis le début, associés avec des identité, montres et tout. C'est ça qui est vraiment compliqué quand tu vas plus loin. Faire des montres, c'est pas compliqué. Dans des usines en Chine, enfin, vous pouvez faire pléthore de montres, mais d'arriver à créer une marque avec une identité où les gens t'achètent, tu vois, pour revenir à Serica, t'achètes vraiment Serica, t'achètes pas juste la montre. T'achètes vraiment l'univers, l'ADN. Et ça, c'est vraiment très complexe à mettre en place. Je pense. Je suis d'accord, mais il y a un truc où je suis pas trop d'accord, c'est est-ce que les marques dont on dit qu'elles n'ont pas d'identité, est-ce que c'est pas plutôt qu'on l'a pas capté ou qu'on en a pas assez entendu parler? Parce que moi, à chaque fois que je vois des micro-marques qui me parlaient pas et que je vois une vidéo au hasard d'un parlons montre ou quelque chose comme ça qui va m'en parler en détail, bah à chaque fois j'apprends plein de trucs et je me rends compte qu'en général, en vrai, il y a plein de choses, tu vois. Ah non, mais ça, je suis d'accord, mais comme le Quentin aussi, il y a aussi, je pense, une question de temps. Tu vois, aujourd'hui, pourquoi un Baltic, ça fait maintenant 12 millions et quand ça a commencé, ça en faisait moins? En fait, le bouche à oreille, comprendre, communiquer, c'est des choses qui prennent du temps et malheureusement, sur ça, le temps s'achète pas. Je crois typiquement un Serica, je crois que c'est 2017, quelque chose comme ça. Donc au final, tu te rapproches tout doucement des 10 ans et de faire tenir une marque 10 ans, c'est énorme. Mais il y a plein de marques qui naissent, qui s'écrasent bien avant, quoi. Ah oui, mais c'est vraiment Ouais. compliqué. Hein. Il y a le youtubeur Remonte, je sais pas si vous connaissez Radial, qui a ses montres d'aviation. Je trouve que ça va Ouais. comme il va rentrer dans sa 2e année. Mais tu vois, moi j'ai un peu suivi de très loin. On se connaît pas du tout, mais j'adorais le concept de sortir une marque. Ça a l'air vraiment d'être compliqué. Là, il parlait dans des podcasts et tout. C'est pas de tout repos, quoi. J'ai une question Quentin, pour toi, Quentin. Du coup, t'es plutôt FC micro-marque ou FC chinoiserie? Bah, c'est compliqué parce que certains diront que derrière les micro-marques, au final, c'est du FC chinoiserie caché. Mais dans le FC chinoiserie officiel, au final, on voit des trucs intéressants. Il y a des marques qui s'imposent petit à petit, qui innovent, qui arrêtent de copier, qui s'émancipent d'une image parfois peu reluisante qu'elles avaient avant. Bah, Tu mais peux bon, citer ça ça encore, directement. Hein. mais en vrai, ils sont pas tout seuls, tu vois. Et on en parlait déjà dans le dernier épisode. On parlait de Saint-Martin, on parlait de Behrens on parlait d'Agelocer. et d'Agelocer. Et je pense que c'est pas fini, quoi. Ces marques de montres, elles vont continuer d'arriver. Le Mais Kirley alors, aussi, tu vois. Quentin, une toute petite chose sur laquelle personne n'a rebondi. Tu disais le sentiment d'acheter quelque chose et de pas savoir si c'est le bon modèle ou s'il faut attendre le prochain, etc. Moi, je le vis en ce moment avec Manim. J'ai envie d'acheter la Méridienne. J'avais déjà envie d'acheter la Fidèle parce que je trouve que la Méridienne, c'est la version GMT, donc elle est un peu améliorée. Et ils ont fait un meilleur bracelet, etc. Mais il vient le problème, est-ce que la prochaine sera pas meilleure? Et en sachant que, ok, tu fais confiance à des créateurs, tu donnes un petit prix dans un Kickstarter parce qu'ils font toujours un prix de lancement plus faible. La question que tu te poses, c'est est-ce que c'est de l'argent bien investi? Est-ce que derrière, tu vas pas avoir envie d'acheter la prochaine et tu vas te dire mince, mais qu'est-ce que je fais de celle d'avant qui est très similaire? Ouais, mais c'est Voilà. ça que je trouve qui est excitant dans les micro-marques, c'est que du coup, tu participes. Tu vois, C'est ça. Genre, on reprend l'exemple de Serica. Il y en a un peu en vente sur Chrono 24, les anciennes versions. Effectivement, elles sont bien moins stylées que les versions actuelles. Mais déjà, elles continuent de coter, donc tu vois que c'est pas forcément, tu pourras la revendre quand le nouveau modèle sort et tu te remets une bascule de 200-300 balles. Ça va encore pour faire le complément, mais je trouve que c'est ça qui est aussi excitant dans les micro-marques, d'avoir un peu cet aspect un peu plus familial où tu vas donner ton argent pour vraiment le développement d'un produit, tu vois. On va donner pour ta marque, Monsieur Montre, là. Allez. Eh, Donnons, faudrait donnons. que tu nous en parles. Mais je suis complètement d'accord avec cet aspect soutien. Mais du coup, j'en profite pour en parler parce que je l'ai devant les yeux. Moi, j'ai acheté la Black Cat, qui est la montre de JC de Moonwatch. Je l'ai acheté à moitié pour ça parce qu'en fait, j'aimais beaucoup l'idée de sa marque, Elle est à qui était de l'envers. faire des montres accessibles. Tu peux la montrer à l'envers. Mais non, elle est pas longue. Ah bon? Ah merde.
Donc je l'ai prise pourquoi? Parce que j'aimais bien son idée de faire des montres, de tout faire pour rester dans des prix accessibles de façon à ce que ce soit des montres qu'on peut porter. T'as l'aspect Media Quartz justement qui fait que t'es pas flippé de ce que tu vas faire comme activité. Tu peux te permettre de la mettre en toutes circonstances. Et dès le premier modèle, j'avais pas aimé le premier modèle, mais j'avais aimé l'esprit de la marque. Et j'attendais de trouver celle qui allait me plaire parce que j'avais envie de participer. Je voulais que ce truc-là existe. Tu vois. En plus, Et c'est c'est pas vrai des qu'il y a montres beaucoup cet aspect. entre 300 et 400 euros. Enfin, c'est vraiment ultra 200 abordable. €, 200 Ouais. €. Non, mais c'est ça qui est incroyable, tu vois. Quand t'es en circuit un peu plus court, que tu peux te permettre de sortir des montres vraiment de très bon rapport qualité-prix, ce qui est quand même la force aujourd'hui des micro-marques, sans taper encore une fois peut-être une marque suisse. Là, j'en ai reçu là, il y a pas longtemps. Oui, au poignet, c'est bien, c'est beau et tout, mais tu vas directement chercher dans un 2005, tu vois. Même si, ok, ça les vaut parce que bon mécanisme, manuf, tout ce que vous voulez, mais c'est quand même 2005, tu vois. 2005, chez les micro-marques, t'as une série K et t'as 3 Baltic derrière. Enfin, t'as une collection vraiment complète. Mais ne t'avance pas trop sur ce que tu vas raconter, Max, parce que est-ce qu'on passerait pas à ta chronique? Est-ce que c'est pas maintenant? C'est la sienne. Si tu veux. C'est maintenant. Les micro-marques ne seraient-elles pas le meilleur choix pour un budget entre 500 et 1500 €? Et oui, parce que finalement, chez les grosses marques, on a assez vite fait le tour. Chez les Japs, on va avoir Seiko, Citizen, Yema, Lip chez les Français. Chez les Suisses, on va avoir Frédéric Constant, Hamilton. Et quoi, Tissot? Tu veux vraiment une PRX que t'as vu au poignet de 90 personnes? Pire encore, tu préfères peut-être une Gentleman, une montre classique, même basique à ce stade. Je veux dire, Festina aurait pu le faire, que ça ne choquerait pas. Finalement, on a assez vite fait le tour. Une poignée de marques. Mais on a une alternative. Les micro-marques, c'est un espace de liberté. Le fait qu'elles soient plus créatives fait souvent partie intégrante de leur ADN. Elles doivent se différencier. Dans un monde où toutes les montres de base ont déjà été faites. Elles ont souvent une direction plus claire, une cohérence. Face aux grosses marques qui doivent cocher un maximum de cases pour satisfaire le plus grand nombre, elles doivent plutôt trouver leur niche et aller au bout de la démarche. Tu aimes le néo-vintage? Tu veux une montre qui a toutes les spécifications et la fiabilité d'une montre moderne, tout en conservant le charme de l'ancien? Tu as Baltic ou Furlan-Marie. Peut-être que tu préfères l'art ou l'histoire. Venezianico qui fait une référence soit à une œuvre, soit à un monument dans chacun de ses modèles. Peut-être que tu veux plutôt une plongeuse, une vraie tool. On a Squall qui fait clairement pas dans la dentelle, disponible chez The Watch Speaker. Ou alors, peut-être que tu veux une montre habillée, carrée, qui fait pas partie d'un des 800 hommages à la Cartier Tank. Bam, Econotra Rivanera, Titan Grade 5, s'il vous plaît monsieur. Disponible également chez The Watch Speaker, lien en description. Ne bouge pas, j'ai pas fini. Peut-être que tu préfères les montres à phase de lune. Mais v'là-t-il pas qu'on a une marque qui fait exclusivement des montres à phase de lune? Moon, disponible chez The Watch Gallery. Peut-être que tu préfères une montre innovante. Et bah figure-toi qu'on a Formex. La Formex Essence, incroyable avec son boîtier à suspension, disponible également chez The Watch Gallery, lien encore une fois en description. Tu remarqueras quand même avec quelle subtilité je viens de placer absolument tous les sponsors de cette émission. C'est un peu comme un artiste à gros succès. Il a plus besoin de te surprendre. Il peut te resservir la même soupe et toi, tu vas la bouffer. Il a déjà gagné son public. Les micro-marques, elles, n'ont pas cette chance. Personne ne les attend à part une poignée de fans. Chaque sortie doit performer, donc chaque modèle doit surprendre et présenter un avantage par rapport à la palette de dizaines de milliers de modèles existants. C'était encore une fois Roméo pour Touche pas à ma montre. Salut! Non, mais t'as tout résumé, ouais. C'est l'avantage, ce créneau des micro-marques. D'ailleurs, c'est ce qu'on attend d'elles. 500, 1500. Parce que, est-ce que quand t'as envie de mettre 3, 4 millions, enfin, demain, si j'ai 4 000 €, je vais chez un Tudor. Je serais rassuré de me mettre 4 000 € chez un Tudor, tu vois. Et c'est pour ça que c'est vraiment cool dans l'univers de l'horlogerie, c'est que t'en as vraiment pour tout le monde. Tu vas te rassurer sur une grosse pièce, mais c'est vrai que le 500 à 1500, tu peux te faire une collection pour 5, et c'est des beaux budgets, attention, mais pour 5 000, 6 000 bahts, tu peux vraiment avoir une très, très, très belle collection avec 6, 7 montres, voire plus. Et je suis d'accord aussi avec le truc de au-dessus, j'irai pas forcément sur des micro-marques, Ouais. sur des Ouais, c'est ça, ce budgets que je disais tout à supérieurs. l'heure. Au-dessus, déjà, c'est risqué parce que potentiellement, tu peux avoir du mal à les revendre. Et en plus, c'est ce que je disais, au-dessus, souvent, les micro-marques, elles vont faire très peu de montres. Sur les gros modèles, ça va être des toutes petites éditions, bien souvent. Et les prix s'envolent assez vite, quoi. Ils ont pas trop le choix, je pense. Alors que, effectivement, ce prix médian, là, 500, 1500, effectivement, c'est là où elles se placent le mieux, je pense, et où elles peuvent faire un truc vraiment compétitif, en vrai. Est-ce qu'il n'y a pas une question d'âge? Est-ce que nous, là, on est dans ce qu'on va appeler la gamme d'âge des jeunes, donc on a envie d'avoir une grosse montre
montre au poignet. Attention, pas forcément une grosse montre dans le sens grosse marque, Rolex, etc. Mais je veux dire, on a envie d'avoir une belle première montre, donc une montre souvent suisse. Mais Ouais. et une fois qu'on en a une, qu'on en a deux, qu'on commande ou pas, on va être plutôt attiré par en effet des specs, des caractéristiques, une certaine qualité. Et oui, 3000 balles chez Tag, t'as l'entrée de gamme. Je suis très content de mettre. Mais en effet, il y a rien de méga surprenant. Et en fait, 3000 balles dans n'importe quelle micro-marque. Bon, déjà toutes les micro-marques ne vont pas aussi haut, mais chez le peu de micro-marques qui font des montres à ce prix-là, juste fantastique. Et j'ai vu un petit moment, t'as parlé de March Lab, c'est juste dingue à quel point ils sont en train de monter en gamme. Par contre, les prix montent aussi, quoi. Justement, parler d'univers, je trouve que c'est bien que t'aies mis March Lab, parce que l'univers, quand c'était Série K qui a son univers, genre March Lab, genre, t'es vraiment dans l'univers et c'est ce que tu recherches. Toi, les pièces au début me plaisaient pas. C'est pas mal ce que j'aime porter et tout. Malgré que ça soit beau et de bonne qualité. Maintenant, tu vois, il m'a tellement amené dans son univers que tu vois, je pourrais en acheter une et en porter une. Parce que du coup, t'achètes. Et d'ailleurs, c'est une question que j'avais pour vous. Ça, c'est l'entrée de gamme chez March Lab et c'est déjà phénoménal. Puis c'est beau. Mais c'est vrai que c'est beau. Ce vert et puis tout, c'est vraiment beau. T'as vu que je l'avais placé dans le montage, Clément, de la chronique de Roméo? C'est la même, hein, Oui, c'était oui, celle-là. c'est celle-là. L'un des trucs aussi, c'est que des fois, les micro-marques comme March Lab, par exemple, je me verrais pas les porter, mais il y a tellement de l'identité, il y a tellement un délire que je pourrais le recommander, tu vois. Et il y a beaucoup de trucs comme ça, c'est très souvent le cas dans les micro-marques. Il y en a beaucoup que je porterais pas parce que c'est pas forcément mon délire. Même un certain nombre que j'ai cité d'ailleurs dans la chronique, que je me verrais pas mettre au poignet. Mais par contre, en fonction des attentes de chacun, je pourrais largement les recommander. Par rapport aux montres carrées, en vrai, si t'es vraiment sur des micro-marques, si vraiment tu veux une montre carrée, enfin si tu veux ta montre carrée et tout, à part le Bristol dont je viens de parler, mais qui est pas du tout une micro-marque, pareil, c'est un truc qui fait des dizaines de millions d'euros, donc tu peux pas. Une montre carrée, c'est March Lab, hein. Ouais. March Lab ou Econotra, hein. Moi la Rivanera, je la trouve exceptionnelle et pourtant c'est tout ce que je déteste. Carré, rectangle, c'est pas pareil. Oui. Mais à la base, tu vois, c'est tout ce que j'aime pas. Je suis pas fan des montres rectangulaires. Et quand tu regardes les finitions de la montre, et puis même le délire, le tracé sur le cadran, elle est magnifique, cette montre. Et je pourrais vraiment la recommander, alors que jamais de la vie, je porte ça. On va en parler plus tard, de toute façon. Quentin, il avait raison sur ce qu'il a dit. En fait, faut laisser du temps, parce que tu vois, March Lab, c'est typiquement au début, je porterai jamais ça. Là, ça va faire quoi? 3 ans, je les vois, 2 ans, parce qu'on voit quand même beaucoup de choses passer. Bah, tu vois, là, je me dis, merde, il m'a convaincu. Tu sais, je pourrais vraiment en acheter une, en porter une, parce que les nouvelles qui sont sorties sont vraiment dingues. Tu sens que c'est repoussé. À chaque fois, on va venir affiner les petits détails. Et là, ça commence vraiment à être vraiment sympa. Avec quelque chose qui est vraiment racé. Alors oui, il faut aimer, parce qu'il y a du caractère. Mais c'est vraiment des belles montres. Ouais, je pense que ça va avoir en vrai. Bah, c'est ce que tu disais, Max, tout à l'heure, c'est que l'air de rien, ils sont là depuis longtemps aussi. Ils sont ultra cohérents, les montres, elles sont exactement dans le même délire depuis le début. Et effectivement, ils améliorent par petites touches. C'est vrai que, je sais pas si vous avez vu, elles ont des fonds de boîte aussi en verre teinté, en vert. C'est ultra stylé. Je pense que c'est ça, en fait, t'as pas le choix. Si tu veux faire une marque de montre cohérente, bah déjà, faut avoir, entre guillemets, les couilles de pas s'étaler et de faire tout et n'importe quoi. Faut rester cohérent et rester dans le même délire. Et d'itérer vraiment petit à petit jusqu'à ce que, effectivement, tu gagnes des gens, tu gagnes en popularité, en notoriété, et t'accroches les gens petit à petit comme ça, j'imagine, tu vois. Et surtout, il faut voir que t'as vraiment un marché, mais ce genre de marque, je pense que ça fait au moins 30 à 40% de son chiffre en dehors de la France, parce que la France était une image qui s'exporte, tu vois. Moi, je l'avais vu avec les Japonais et les Américains. Je sais qu'apparemment, ils consomment vraiment beaucoup de... Typiquement, tu prends Baltic, apparemment, je crois que c'est 20-30%, si je dis pas de bêtises. T'as raison. À l'étranger. En plus, ils ont une boutique à New York, ils ont une boutique au Japon, si bêtises, à Londres. C'est aussi quelque chose qui s'exporte. Tu vois, des fois, tu fais des montres pour ton pays. Au final, ton marché n'est pas ton pays. Tu vois. Non, moi, j'allais vous poser une question. Est-ce que vous êtes déjà rentré dans une boutique de micro-marques? Je vous dis ça parce que moi, j'ai eu l'occasion de mettre les pieds dans le store de chez Baltic à Paris, pas loin de la gare de l'Est. Et l'expérience est juste dingue. Et je suis aussi, allé dans le Marais chez March Lab. Et on est reçu, et je sais pas, tu parlais d'identité, mais t'as les pieds, t'es devant le magasin et tu fais déjà partie de ce monde, t'es accueilli, on te réexplique l'histoire de la marque, tu la connais pas trop, tu vois toutes les déclinaisons d'accessoires, et c'est super intéressant. Alors côté Baltic, j'ai un très bon souvenir tout de suite, le petit café, et je sais pas, quand tu rentres dans une grosse maison, il peut y avoir tout ce service, bien sûr,
vous parliez des costumes il y a pas si longtemps, mais on n'a pas forcément envie d'avoir un mec en costume, mais on a envie de se sentir à l'aise, de se sentir intégré. Et pareil, je mets les pieds chez Marc Lab tout de suite. J'ai le droit à mon petit Perrier tranche. J'ai absolument rien payé. J'ai même pas dit je suis intéressé, je vais acheter une montre. Je suis rentré, on m'a accueilli chaleureusement. Et ça, je trouve que ça se perd un peu sur les grosses marques où il y a des clients qui rentrent à l'acheter. Et l'expérience est chouette. J'allais dire oui, moi j'ai été à Baltic, déjà la nouvelle boutique qui est ouverte il y a pas longtemps, À mais au Opéra, showroom, c'était plutôt une bonne idée de faire un showroom. Déjà ça leur a permis, je pense, de maîtriser un peu les coûts, parce que c'était finalement assez tôt dans l'histoire de Baltic. Et puis ouais, il y a ce côté où t'es à la maison. Je suis assez d'accord avec toi Clément, c'est que j'ai été reçu un peu comme tu décris, café, il y avait un peu de monde au début, ils m'ont installé dans le canapé, tranquille. J'ai plus son nom, mais le boss de Baltic, et j'aime aussi ce truc de, il est sur le terrain, il est pas planqué, le mec, il est sur le terrain, il fait des rendez-vous avec les gens, il parle de ses montres. Donc ouais, j'ai ressenti aussi ce côté proximité. Est-ce qu'on essaiera pas de l'inviter un de ces jours? Ça serait génial. Aujourd'hui, je pense que Baltic, justement, Baltic fait plus partie, t'es devenu une marque. Partie des micro-marques. À partir du moment où t'as des boutiques, pour moi, dans ma tête, micro-marque, c'est vraiment, c'est que t'es Internet. présent quasiment que en ligne, ouais, tu vois. Commerce. Ouais, ils en sont sortis, je pense. Ouais, genre, Quand le showroom, on pouvait encore le dire. Non, mais Baltic, je pense que c'est la tête de proue un peu des micro-marques françaises. Je me demande si c'est pas celle qui fait plus de volume, en tout cas. Je pense. T'inquiète, ils vont bientôt manger Yema en volume. Tu sais que je me demande si c'est même déjà pas le cas. Mais Je serais vraiment curieux de savoir si on peut avoir les détails. Enfin, aller chercher 12 millions sur des pièces à 600 balles, 800 balles et tout, faut en vendre, tu vois. vous êtes sûr qu'ils font 12 millions? Parce que ça me paraît beaucoup. Si ça fait 10-12 millions. Ouais, Oui, cette info-là aussi. Pour vraiment être intéressé, comme je travaille sur la mienne, c'est mes big respects. Je profite d'un tout petit moment, un tout petit down pour remercier Roméo d'avoir placé tous nos sponsors, dont Durex. Merci, Oui. merci beaucoup Roméo. Non, mais elle est propre. Roméo, ta chronique. D'ailleurs, sur Merci. j'ai vu que t'avais tourné ta première vidéo, elle est montée quand, elle est sortie quand? Elle est pas montée, elle sort quand elle sera montée, c'est-à-dire probablement pas tout de suite. Mais il faut trouver le temps, mais en fait, si tu veux, le problème, c'est que j'étais en train de préparer l'émission de l'autre, là, ça m'a pris toute la semaine. Donc, et donc, pour répondre à votre question, sur chiffre d'affaires IEMA, j'ai 2,35 millions. C'est pas délirant parce que regardez, la IEMA bronze que j'avais la dernière fois, c'est une édition limitée à 1944 pièces. Elle est pas écoulée, la montre, elle a 3-4 piges et c'est le modèle bulldozer de IEMA dont on a tous entendu parler. Elle est pas encore écoulée. Hein. Moi, c'est le nombre de montres vendues que j'ai à 2 millions. Ouais, c'est vendu 2 millions de montres. Il y a 2 infos sur Internet. Là, j'ai une info à 130 millions à l'année. Et là, je vois bien le 2 millions en 2024. Ça paraît bizarre. 2 millions de monde, ça me paraît aussi énorme. Je sais pas pourquoi. Après, IEMA, ça s'exporte à l'international. Historiquement, en France, t'as quoi? T'as IEMA, t'as LIP. Ouais, mais tu vois, si je me dis que leur modèle qui a fait le plus de bruit, ils ont pas réussi à le vendre en 4 ans. Après, le problème vrai, de IEMA, et moi, je suis un grand fan de IEMA, j'ai eu Urban Traveler et tout. C'est vraiment la marque qui m'a fait découvrir l'horlogerie. Je suis rentré vraiment pas par Rolex comme tout le monde. Et après, moi, ça a été IEMA que je trouve vraiment magnifique. Le problème, c'est que les jeux, je trouve, ils ont vraiment été contre la marque, tu vois. Moi, dès que je fais une vidéo sur IEMA, t'es sûr et certain que dans les commentaires, tout le monde dit, ouais, non, c'est de la merde. Et au final, tu te rends compte que les gens, ils ont même pas de IEMA. C'est juste parce qu'il y a eu quelques problèmes sur certains SAV, certains modèles et tout. Et je pense que IEMA a eu vraiment une zone de turbulence. Le problème, et je te parle vraiment en tant que fan. Déjà, à l'époque, tu t'achètes la montre, 2 mois après, elle est déjà à moins 30%. Tu dis, ah, non. Ça, c'est C'est ce que j'aime chez un série. C'est si moi je mets 1000 balles, ça me fait chier 2 mois après et il fonctionne encore en Kickstarter. Tu fonctionnes en Kickstarter au début, ça me dérange pas, mais IEMA vraiment je trouvais qu'ils forçaient du fait que je pense qu'ils ont eu un boulevard pendant très longtemps, surtout sur le marché français, et que justement des marques comme Baltic viennent, je pense que ça fait aussi passer un step à tout le marché horloger de cette gamme-là, tu vois. Et d'ailleurs, vous avez vu la nouvelle Arcor qui est sortie cette semaine en précommande? C'est une micro-marque, pareil, ils sortent une montre à 800 €, 38 mm, face de lune, saphir double dôme, 90-15 à l'intérieur, et la montre est sublime, je vous l'envoie. C'est M02 Ice, enfin moi je l'ai regardé en Ice Blue. Oh. Et je crois. Mais toi, t'aimes bien t'aimes bien les montres habillées, Max, non? Bah non, mais je travaille sur une marque habillée ADN Bah, c'est pour ça que provençal. je te dis ça. Il est très beau leur espèce de rose derrière là, leur soleil, leur rose là, c'est très très beau. Sur Arcan, je sais pas si vous connaissez, pareil, c'est vraiment des très belles pièces. À voir qui l'a sorti en premier, mais tu prends la S01, je trouve que c'est un peu ce que fait aussi Baltic, tu vois. Mais c'est pareil, tu veux te faire couper, 645, à l'intérieur t'as un 90-15, c'est costaud, t'as pas envie de... Tu vois, moi à 600 bahts, je préfère aller sur une micro-marque que aller chez un Psycho Cocktail par exemple. Bon, bah maintenant qu'on a vu 2 chroniques et qu'on a réagi dessus, on va faire un petit jeu. Il va falloir deviner la montre avec un dézoom. Et
Vous verrez pourquoi j'ai fait une tête très bizarre quand Max a parlé d'une certaine montre avant. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc si t'as compris Max, s'il te plaît tais-toi, parce que j'étais blanc. Je suis sacrément teubé, donc je me souviens pas du tout. Donc c'est l'avantage. Mais Très bien. mais le vert, c'est ça. Tu vois, c'est ça que tu vois, typiquement, pour revenir sur Marshall, je vois du vert assimilé direct à Marshall. Bah, du coup, ce qu'on va faire, je vais lancer un chrono et ce sera au premier qui trouve la montre, en fait. Vous verrez, je me suis assuré d'enlever les logos. Comme ça, pas de triche. Ok? Faut le modèle Allez. exact? La marque, le modèle, au plus rapide. Ok. Marchlab. Ouais, on est tous sur Marshall. C'est leur modèle rond. Oui. C'est long, hein. C'est très long. Attends. Moi, je reste sur Marshall. Putain. Ah non, c'est C'est pas ça, j'ai- c'est pas ça, c'est pas ça. J'ai en tête, mais le nom ne vient pas. Ah ouais? Navi Radial. Timer. Radial. Radial. Ouais. Radial. Ah, c'est Roméo qui l'a eu, ouais. Bien vu, Roméo. Bravo. Bon, ouais, donc, bah voilà, c'est la Radial Atmos. À l'intérieur, je crois, sur un Célita. Hein. Célita assemblé en France. Célita SW200, donc Swiss Made, est disponible sur The Watch Gallery, le sponsor de cette vidéo. Donc, c'était un jeu The Watch Gallery, bien sûr. Et tu vois, sur ce que tu disais tout à l'heure, typiquement, un Radial, je sais pas, enfin, Quentin, c'est une marque que j'ai hâte de voir dans 3-4 ans. Parce que tu vois, il reste dans sa DA. Là, je sais que tous les nouveaux modèles, il est dans sa Atmos. Marque un peu aviation. Je sais pas si lui pilote, mais c'est bon rapport qualité-prix. Et tu sens qu'il essaye de se créer un univers et que ça demande juste du temps. D'ailleurs, c'est marrant parce que je sais pas trop quoi penser, moi, des rachats de marques, tu vois. Je me demande c'est quoi la façon de penser derrière. C'est quoi le bénéfice d'aller rechercher une vieille marque plutôt que d'aller créer quelque chose de nouveau, tu vois. Tout simplement, c'est la tendance, ultra tendance. Est-ce que c'est de profiter du nom Il y de a pas que l'époque? ça. Est-ce Et- que ce serait approprier les designs de l'époque parce que tu rachètes peut-être les designs en même C'est ça, en temps? fait, tu rachètes tout. Et c'est ultra facile, du coup, à marketer parce qu'en fait, tu reprends un modèle, tu le pimpes, tu le rajeunis, tu le mets un peu plus sexy. Non, ça a des bonnes specs. Et dans l'eau, tu vas toucher les vieux, les années 80, 70. Tu vas aller chercher cette communauté-là qui était endormie, qui va, tu sais, ça va leur dire, Ouais. ah putain, c'est une montre à l'époque. Et tu vas venir chercher une nouvelle. Tous les nouveaux acheteurs qui connaissaient pas la En mettant marque. à jour, ouais. Et je trouve que c'est plus facile parce que j'ai longtemps réfléchi à savoir si je crée une marque ou si j'en rachetais une. Je pense que le mieux, c'est d'en créer une et après, t'en rachètes plein, tu vois. Comme ça, en fait, t'as des univers totalement différents. Et je crois d'ailleurs, le Nevada Granson, j'ai pas le nom de la direction, mais je crois qu'ils ont plusieurs montres, enfin plusieurs marques. Je me demande s'ils ont pas Space One qui avait collaboré justement avec Baltic aussi. Je crois que Guillaume Guillaume Lédé, Lédé est aussi associé sur Space One. C'est ça. Ouais. Et tu sais, quand tu veux vraiment pénétrer un marché et pour rester vraiment dans une image de marque, c'est super intéressant de se dire, bah, au final, j'ai une marque un peu field, j'ai une marque dress, j'ai une marque sur tel prix, au lieu de te disperser. Alors, je pense qu'il faut des gros moyens, mais tu sais, tu restes dans chaque ADN et le mec, il peut consommer tes marques, c'est vraiment un peu comme dans l'univers des vêtements ou des bagnoles, tu vois. Tu restes vraiment dans le groupe. Je pense que tu peux mutualiser certains coûts. En fonction des marques, tu peux vraiment rester, tu vois, dans ce genre d'ADN, tu vois. C'est Déjà, magnifique. mais après, Tu pourrais c'est être surtout que- prof de gestión de marcas y productos en Uruguay parce que c'est exactement le cours qu'on avait sur les portefeuilles de marques. Très très bon prof, Max. Bravo. Hein. Ouais, de rien. Mais c'est surtout, oui, ça peut avoir un intérêt parce que tu aimes vraiment la marque que tu rachètes. Moi, je sais que l'équipe de Hestia, je l'ai croisée pour le coup Time Fest, pas de cette année, mais de l'année dernière. Le mec, il a racheté toutes les plus belles vintage de Hestia, il les a rachetées, il les a sur le stand. Tu vois qu'il aime vraiment sa marque, quoi. Et je sais pas, pour le moment, j'ai pas beaucoup aimé les modèles qui sont sortis, mais je suis curieux de voir la suite parce que quand tu vois les trucs qu'il a rachetés et dont il te parle quand tu les croises en physique, tu te dis, ils ont des belles choses à remettre au goût du jour. Et tu vois, Escal, je trouve ça, Yann, t'es à 1090 €. C'est vraiment honnête, hein. Et je me dis, ils ont un cadran crème. Très bon jeu, hein. Honnêtement, à refaire, très très bon jeu. Ouais, Et n'hésitez pas à utiliser le lien en description si vous voulez vous procurer cette radiale ou une autre montre de marque indépendante, puisque The Watch Gallery a une super sélection dans laquelle on peut retrouver le Harvey, on peut retrouver AG Locer, des noms, Citizen, ah c'est pas indépendant, mince, Leur Alpina, propre- ah c'est pas indépendant. Bon alors est-ce Allez, que on vous lance avez envie de vous envoyer une troisième clinique? J'arrête de vous demander, de toute façon que vous ayez envie ou pas, on l'envoie. On se fait chier dans l'horlogerie, les gars. Non, on n'est pas d'accord avec ça. Ça fait quelques années que l'horlogerie suisse, que j'aime énormément, pourtant nous sort les mêmes choses. Des collaborations réfléchies au millimètre près. Des rééditions de montres vintage qui sont sorties il y a 70 ans. C'est effectivement une bonne chose. J'aime aussi ces montres, mais les gars, forcé de constater que l'on s'ennuie un peu. Et en tant que passionné, ça m'embête, les gars. Excusez-moi d'être vulgaire, mais ça m'emmerde un peu.
on a vraiment perdu cette petite flamme qu'on avait avant, et pourtant les marques suisses ont souvent été leaders sur ces choses-là. Maintenant, vous regardez la Tudor qui est sortie il y a 2 jours, que j'aime énormément, mais voilà, chronographe, toujours la même chose, on reste dans les mêmes gammes, et je les comprends parce que ces grandes marques, à chaque fois qu'elles doivent sortir une pièce, il y a même Stéphanie de la Compta qui doit donner son avis, faut je sais pas combien de papier, faut vérifier tout au millimètre, et même quand elles arrivent à nous sortir des choses un peu fun, c'est souvent en décalage, puisque la recherche et développement prend énormément de temps dans ces grands groupes, et c'est à ce moment précis que les micro-marques ont quelque chose à jouer. On l'a vu il y a quelques semaines maintenant avec Space One et Baltic qui nous sortent une montre. 2 univers de base totalement différents, ça naît d'une amitié, ils se rencontrent, ils deviennent amis, et les 2 marques qui n'ont rien à voir ensemble collaborent. Donc on voit très bien que ça va beaucoup plus vite chez les micro-marques. On nous fait des choses un petit peu plus fun. Que l'on aime ou pas, c'est un autre débat. Comme je dis toujours, les goûts et les couleurs, c'est propre à chacun, mais on voit très bien que ça va un petit peu plus vite chez les micro-marques. On voit, avec la série K que j'ai, pareil, au poignet, qu'on nous sort des montres pépites à moins de 1000 euros ou dans les 1000 euros. Ne jouons pas sur les mots, vous voyez ce que je veux dire. Je trouve que l'on s'ennuie et que grâce à l'avènement des micro-marques, au fait que les mentalités ont changé, pas mal aussi grâce aux jeunes qui se portent vers ces micro-marques, on nous sort des choses un petit peu plus fun que les marques un peu plus anciennes n'osent pas sortir. Donc merci aux micro-marques, et surtout donnez-moi votre avis les gars. Qu'est-ce que vous pensez des collaborations un petit peu fun qu'on peut voir entre 2 marques qui n'ont rien à voir et qui nous sortent parfois des pépites? Non mais mec, attends. Quel acteur? Ne jouons pas sur les mots. Waouh, ne jouons pas avec les mots. On dirait Raphaël Glucksmann. C'est marrant parce qu'on dit quasiment la même chose en fait. Ouais, mais c'est ça, tu vois, dans les grands groupes. Ah bon? Ouais, Vous m'entendez pas sur la fin, ça ressemble à la tienne, tu vois. Bah, sur la fin, ouais, sur cette gamme à 1000 euros, je pense qu'on se rejoint. Sur l'aspect créatif, en fait, sur le côté où effectivement on s'ennuie un peu plus chez les grosses marques qui doivent cocher certaines cases, c'est un peu ce que tu dis finalement, Max. Et puis surtout, je pense que une marque comme Tudor aujourd'hui peut plus se permettre. Et les marques que j'aime énormément, le chrono qui est sorti 39, tu vois, qu'ils ont quand même un peu écouté à la communauté, qui veulent des gabarits un peu plus contenus, un peu plus fins. Mais tu sais que ces marques-là, enfin, tu sais, il y a vraiment maintenant cette peur un peu du flop, tu vois. T'es une belle marque, t'es bien établi, tu peux pas sortir une montre qui va pas accoucher tant de standards. Et je pense que être enfermé, en fait, dans ce prisme, ça fait que t'es moins créatif, tu prends moins de risques et tu restes dans ce que tu sais faire, quoi. Ils vont prendre des risques pour moi que sur les couleurs et pas plus. Pas sur le style, pas sur, enfin, il y a vraiment, allez, la couleur du cadran, là, typiquement, l'exemple que t'as donné, le jaune un peu citron, bon, ok, c'est une prise de risque, mais ils font que de la prise de risque sur les couleurs, pour moi. Oui, ça, et puis en plus, ils ont déjà un exemple de réussite avec ça, où en fait, c'est les flamingos bleus et flamingos roses qu'ils ont, voilà, ils ont déjà essayé des couleurs loufoques, ils ont vu que ça fonctionnait, donc ils font jaune. Tu vois, là, le prix, il est vraiment contrôlé artificiellement parce que la Tudor Black Bay qui est sortie en chronographe, elle est en édition limitée. Comme ça, en fait, tu t'assures que le prix à la revente se casse pas la gueule. Et tu vois, je pense que tout est réfléchi dans le moindre millimètre. Mais après, c'est surtout des ressorties de ce qu'ils avaient fait avant. Hein. Dans le cadre de cette chrono-là, en final, c'est des rééditions, enfin des rééditions. C'est des évolutions de ce qu'ils ont sorti avant. Les 79-260, là, à l'époque, ils les ont sortis exactement en bleu comme ça, en jaune, je veux dire, en orange, ils les ont sortis en bleu, en vert, en bordeaux. Donc, est-ce que ça va pas être les prochaines couleurs qui vont sortir? Mais, ouais, ils mettent à jour un peu des modèles. Et de toute façon, c'est tout ce que Tudor fait tout le temps, en fait. Mais par contre, c'est vrai que, si on parle de savoir-faire, de technique, etc., c'est vrai que souvent, on s'embête un peu. Mais pour le coup, je suis allé voir des montres qui étaient au Timefest cette année. Il y en a qui ressortent quand même des techniques de fabrication un peu anciennes, qui font des cadrans en marqueterie, etc. Moi, je suis quand même super content de revoir des techniques un peu à l'ancienne qui n'étaient pas du tout utilisées dans l'horlogerie avant, ou en tout cas qui étaient complètement oubliées. Et là, qui commencent à ressortir, et on voit que les créateurs quand même essayent d'aller piocher dans des métiers d'artisanat qui sont un peu délaissés ou qui existent presque plus pour ressortir des choses nouvelles. Ouais. Après, Quentin, sous l'égide du vintage, il y a des marques, mais c'est des marques quand même plus établies, qui se permettent de faire des choses qui n'ont pas trop de sens, mais en disant parce que c'est vintage. Notamment, je pense à cette Ori Star qui est super. Mais par contre, ils ont mis verre minéral. Et comment ils justifient ça à ce prix-là? Ouais, mais c'est parce que à l'époque, c'était verre minéral, tu vois. Ah, faut arrêter. Toi, pourtant, Ori, j'ai pas envie de leur taper dessus parce que je les aime trop. Mais elle est top, ça devait être la star de notre première émission en plus. Enfin, on en a parlé. Vraiment, en fait. Mais tu vois, je trouve que pour le prix, on s'ennuie.
Alors que vraiment, c'est une de mes marques suisses. Je touche outil demain, je pourrais porter du Oris vraiment tous les jours, ça bosse bien, mais j'aimerais des choses un peu plus fun des fois. Et en parlant d'ennui, Ah. Max, et je pense que c'est le sens profond de ta chronique aussi, ici on est quasiment tous youtubeurs sauf Clément, parce que Clément il commence sa chaîne la semaine prochaine, au cas où vous aviez pas... Même nous en tant que youtubeurs, on s'éclate à faire des vidéos sur des micro-marques, on se régale, mais après les vues, elles suivent pas toujours. J'ai pour Ouais, exemple, c'est alors pas micro-marque mais indépendant, on en parlait hors caméra. Moi j'ai fait la vidéo sur Oris, j'ai vu qu'elle avait full floppé, alors que tu vois, je me suis embêté à aller essayer de voir leur process de fabrication machin, et derrière tu fais une vidéo sur une Citizen qui vient de sortir, tout le monde s'éclate, ah, trop bien, machin. C'est pas de la faute d'Oris, c'est parce que t'es mauvais, Jeff. Non, mais Voilà. pareil, j'ai même compris, tu vois. Au risque, tu sens qu'il y avait moins d'intérêt. Une vidéo, elle a fait très peu de vues, alors qu'on parle quand même d'une pro pilote, montre ultra quali, enfin même les specs pour 2150 € sont vraiment, c'est un beau billet, mais un beau billet qui est mérité. Et tu vois, Tu stats avec sens Serica que- d'ailleurs? Bah, honnêtement, Serica, ouais, ça fait de la vue et surtout du commentaire. Tu sens que les gens sont un peu engagés et tout le monde est un peu, alors t'as toujours 2-3 réfractaires, mais tout le monde est un peu unanime sur ça botte bien. C'est vraiment une bonne marque établie. L'ADN, j'ai l'impression, ils ont un peu convaincu tout le monde aussi. Les gens se sont un peu faits à leur ADN et peuvent emporter, quoi. Yes. Bon bah voilà, bah c'était un super débat. Je pense qu'on va essayer de conclure avec dernière chronique qui, je vous en supplie, me jugez pas dessus parce que franchement, je peux retaper au montage, je peux faire ce que vous voulez, mais s'il vous plaît, me jugez pas. Non mais déjà, il y a pas grand monde qui est foot ici et j'ai fait un peu trop de références footballistiques. Allez, on envoie. Bienvenue à toutes et à tous en direct du Stade Atlantique. Un lieu mythique, disons, magnifique. Car oui, aujourd'hui, pas de Ligue 1, pas de Ligue 2, même pas de Ligue 3, mais du très très haut niveau. Le Timefest, le grand rendez-vous horloger français. Et ça joue à guichet fermé, entrée gratuite, mais réservation obligatoire quand même. Ah mais oui mon ami, c'est une ambiance incroyable. On est dans un stade, mais au lieu de voir des attaquants, on voit des boîtiers, on voit des cadrans, on voit des gens qui contrôlent des montres comme Messi contrôle un ballon. Et plus de 80 marques présentes, un vrai championnat du monde horloger. On va commencer avec une belle action côté français. Oh mais regarde ça, Auricoste, c'est du solide, c'est du militaire, c'est du robuste, c'est comme un défenseur central argentin, ça passe pas. Ricoste qui présente ses nouvelles pièces toujours très inspirées de l'aviation militaire française. Donc c'est une vraie tradition, une vraie histoire, du jeu long, propre, efficace. Et là, ça enchaîne, ça combine. C'est HTD qui arrive dans la surface. C'est jeune, c'est dynamique, ça tente des choses. C'est comme un ailier brésilien, ça provoque, ça déborde. HTD qui confirme sa montée en puissance avec des designs très modernes. Clairement une marque à suivre dans ce championnat. Oh, attention, contre-attaque. Eco Notra, ça vient d'Italie, mais ça joue à la française aujourd'hui. C'est propre, c'est élégant, c'est du jeu à une touche de balle. Une vraie finesse de design, très inspirée des montres vintage. On sent une maîtrise technique impressionnante. Et là, le public s'élève. Squall, la nouvelle 2001. Ça, c'est une frappe des 30 mètres, mon ami. Plutôt 20, comme les ATM, la fameuse réédition, une plongeuse iconique revisitée, clairement une des stars du week-end. Mais attends, toutes ces montres, on peut les voir où après le match? Eh bien, chez The Watch Picker, qui sponsorise d'ailleurs cette rencontre, cette chronique. Mais c'est magnifique! C'est comme avoir le mercato ouvert toute l'année. D'ailleurs, est-ce que tu as vu le transfert avorté de Morgan Gibbs-White au FC Chinoiserie? Oui, on parle d'une visite médicale ratée. Il se serait foulé la cheville en tentant un coup de pied retourné. Son club, le Fly Emirates FC, est bien content de l'avoir encore sous le coude. Et moi, je te le dis, même sans Ligue 3, ce stade, il a retrouvé le niveau Champions League grâce aux montres. Et ça mérite une prolongation dans CNews. Putain, j'en ai marre de tes conneries, Jeff. Là, t'as bien fait, elle est exceptionnelle. C'est des barres de rire. J'ai regardé vos têtes en même temps et franchement, il y a que Roméo que ça a fait sourire. Maxime, il était tellement gêné alors que j'ai fait un tacle à l'OM gratuit, mec. Tu l'as vu? En fait, tu veux que je dise quelque chose? J'étais vraiment
toute la vidéo, ça m'a sorti, je me dis, mais comment il fait ça? Genre, vraiment, les voix, j'étais vraiment, du coup, je me suis réfléchi en même temps, donc je vais avoir une sa tête, non, elle est belle, elle est bien. Et j'étais en mode, mais comment il fait ça, en fait? Je t'expliquerai. Le tag sur la SSA, plus jamais, Josh. On va plus être copains, c'est bon. Mais il y en a pas eu? Il y a un moment, il y a un gars qui sort en civière à SSE Paris. J'ai pas fait exprès. Ouais. Ah, comme par hasard. Il fait innocent, il sait très bien ce qu'il fait. Bon, il y a pas grand-chose à réagir dessus. En fait, c'était juste surtout pour lancer ces news. Et dans cette chronique, vous avez donc pu voir les marques présentes chez The Watch Speaker. Certaines vont être au Time Fest. On va en parler juste après. Et on remercie d'ailleurs The Watch Speaker d'être un des sponsors de cette vidéo. Merci Thomas. Vraiment, pour revenir sur le Time Fest, enfin, je crois que c'est la 3e année, 80. Pour le marché enregistré, c'est bien. Marseille, il n'y a pas trop de salons et tout. Là, ils sont dans leur coin du côté de Bordeaux. Je sais que c'est Parle-Montre. Édouard de Démontrez-vous. Ouais, je crois que c'est Édouard de Démontrez-vous aussi qui est dans le projet. Enfin, 80. Là, c'est quand même une belle réussite. Enfin, je trouve. Vous avez eu l'occasion d'y aller au Time Fest? Non, je devais y aller, mais là, j'étais trop pris. Mais toi, j'aimerais bien faire l'année prochaine. Parce que là, tu commences à rencontrer un panel. T'as Huris qui vient, t'as toutes les petites micro-marques, t'avais Serica, je crois que t'avais Baltic. Enfin, t'as vraiment tout le monde, 80 marques, ça commence à envoyer. Ouais. Donc, Et ça, le c'est cadre. vraiment très intéressant. Moi, Il y a un j'ai pas truc pu qui y est aller à cause de sous-estimé, Roméo, qui a pas pu y aller à cause d'une Oméga, si tu veux raconter l'histoire. Non, en fait, c'est que j'avais un plan pour avoir une Oméga vraiment pas chère, sauf que le plan finalement n'a pas abouti, et en fait, comme fallait sortir 2800 balles, je pouvais pas et acheter la montre et partir à Bordeaux. Donc, on n'a pas pu y aller cette année. Pas de partage de frais, un Josh très triste de pas aller voir. Ouais. Non, mais les C'est la vie. produits, on peut pas se faire une petite équipe et justement aller tourner là-bas en mode, et puis Ce serait trop bien. Ce serait cool, ouais. Carrément. Rencontrer tout le monde. Enregistrer un truc là-bas, faire une table ronde, inviter les gens, Tout à fait. discuter Et avec si les vous créateurs. voulez, on peut le faire à la Samaritaine quand il y aura le truc qui disait Roméo. Ils ont racheté le blog Monsieur Montre en formation. MR Montre. Quand j'avais créé mon blaze, j'avais pas vérifié que c'était pris déjà. C'est pas Et du étonnant coup, de ta part. Et oui, c'était MR Montre et du coup, ça a été racheté justement par les organisateurs du salon qui organisent. Prochainement, la marque Monsieur Montre. C'est ça. Il faut un peu plus consensueux, je pense, du point de vue légal, je pense. Bon, je sais que je me suis vraiment aperçu que MR Montre existait, mais je pense 2 ans après, tu vois. Parce que c'était un blog et à l'époque, moi, je travaillais pas trop dans les blogs. T'es vraiment pas bon, Max. Je me suis dit, mais quel tocard. Et après, on s'étonne que ça nous traite de tocard dans les commentaires, sérieux, quoi. Ouais, bah là, j'avoue, j'ai un peu abusé. Bon, alors, est-ce qu'on s'envoie ces news? Allez, on s'envoie ces news. Allez, c'est Parti. parti, générique. This is the 20-year news. C'est news. Aujourd'hui, c'est news. Et aujourd'hui, c'est CNews présenté par Roméo, qui est extrêmement prêt à ce moment-là. Donc, on parle de Moon, donc la Moon nouveauté donc du Time Fest, la Moon Nuit des Étoiles, donc faite en partenariat avec l'Association française d'astronomie. Pour la petite histoire, ils organisent des événements qu'ils appellent justement des événements Nuit des Étoiles, où ils observent le ciel. Et donc la toute première Nuit des Étoiles, c'était en 1991, et cette montre, si vous regardez, elle reprend le ciel justement de 1991. Je zoome un petit peu pour que vous voyez en détail. Elle reprend très exactement le ciel de la première Nuit des Étoiles en 91. Chose intéressante, la Lune est luminescente, donc luminescence BGW9, et donc toutes les gravures, autant le ciel que la Lune, sont faites au laser, donc par un atelier de miniaturisation qui s'appelle AJS, qui a déjà obtenu des récompenses. Et pour la petite histoire, c'est précis au micron. Donc je sais pas si vous savez ce qu'est un micron, les gars. Un micron, c'est 0,001 mm. Donc, et pour le ciel et pour la Lune. Autant dire que même si on était 2 fois moins précis, on verrait probablement même pas la différence. Et alors, dernier petit détail sur cette montre complètement incroyable. Je ne sais pas si on va le voir. Vous voyez un petit point bleu là, juste là. En fait, ça, c'est une trotteuse flottante. Donc, un petit peu à l'image de ce qu'avait fait Beaubleu, mais c'est pas la même technique puisque ça part pas du bas. Je vous avoue que je sais pas trop comment ça fonctionne. Mais en tout cas, on est sur une trotteuse flottante, ou à l'ombre qui se reflète sur le cadran, qui peut aussi évoquer la Lune d'une certaine manière. Donc on est à 1790 € pour cette jolie montre, et à savoir que la marque est distribuée par The Watch Gallery, donc je sais pas en ce qui concerne ce modèle, mais en tout cas vous pouvez retrouver toutes les montres de Moon chez The Watch Gallery. Alors qu'est-ce qu'on en pense les gars? C'est beau, mais tu as dans ta chronique de soulever un autre truc qu'on n'a pas fait et grosseur de notre part, c'est parler de Beaubleu, qui est quand même un ovni aussi. Ouais. Sur les micro-marques, on aurait peut-être dû en parler plus tôt. C'est abusé de pas en avoir parlé. Oui, il y en a beaucoup, hein. Ouais. Mais leur seconde, enfin la seconde, enfin la trotteuse flottante, c'est elle magnifique. est dingue. C'est magnifique.
Donc, Tu te rends compte ce que t'es on en a train pas- de faire? On met une marque en avant, t'arrives et tu balances ton autre marque Et comme tu- ça en mode. Non, 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 C'est c'est dur, parce que ça fait sens avec justement la trotteuse flottante pour dire, Ah oui, bah, je fais parce que je pense qu'on va nous le dire dans les commentaires de pas avoir parlé, enfin, de pas Bah avoir parlé de Bobet. oui. On parlait de peut pas parler Marchlab de avec ça, des ouais. marques qui étaient racées. Mais là, c'est très beau. En plus, t'as un Celica à l'intérieur pour revenir sur Moon. 300 pièces. Ils ont l'air d'avoir communiqué un petit peu. Je pense que ça, c'est le genre de billet. Ça va partir en, après, c'est un gros billet. Donc, je sais pas, mais je suis sûr que ça tient pas un mois, les préco. Ouais, ouais, ouais. C'est un gros billet, mais il faut voir la gueule du truc, quoi. Moi, je trouve que la lune en lume, je la remets, mais waouh! C'est Ah, magnifique. qu'est-ce que c'est C'est délire magnifique. La seule haute marque Moon que je vois faire ça et qui est disponible chez The Watch Picker, le sponsor de cette vidéo, c'est chez Econeutra. Ils font aussi des phases de lune où je sais pas, je suppose qu'ils ont repris le principe. Je sais pas exactement qui a inventé ce principe, mais de phases de lune qui ont une ressemblance avec la lune, vraiment. Mais le truc, c'est que là, ton niveau de précision que t'annonces, c'est vrai Ouais. que quand tu regardes des macros d'Econeutra et tu regardes des macros de ça, j'ai l'impression que c'est encore un autre monde de précision. Ah, mais ça m'a fait serrer. 0,001 mm. Et donc, la boîte qui fait ça, elle a été récompensée à un salon qui est, je l'ai noté ici, le PHJ, qui est un salon qui réunit la joaillerie, l'horlogerie et la haute technologie. Ils ont eu des récompenses, justement, pour leur technique. C'est beau et le prix pour une brique probable, je trouve, c'est cher mais justifié, quoi. Ça Ouais, me Avec fait un pas ça passage dans dans ton. ton. Et ouais. Là, on rentre dans un truc où c'est compliqué de juger parce que les techniques dont on parle, aucun d'entre nous n'a aucune idée de combien ça coûte à faire. En réalité. Non, non, mais c'est délicat. Bah de- ouais, parce que non, mais c'est vrai que des gravures comme ça, tu vois, je sais que Omega ils font des choses un peu équivalentes, mais c'est vraiment évidemment pas du tout les mêmes tarots. Donc déjà, c'est un très bon point pour eux là. En fait, c'est sûr que c'est magnifique. Encore une fois, c'est là où tout l'intérêt des salons comme Timefest existe, c'est que tu vas voir les montres, tu les as en main, tu les essayes, tu vois comment elles réagissent à la lumière. Là, c'est sûr que les rendus sont magnifiques, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, j'ai l'impression que toutes les montres sont belles, moi, en image, tu vois, donc Ouais. c'est difficile à Ça, t'as juger. raison. C'est pas Enfin, mal. il faut l'essayer au poignet, il faut voir et après le coup de cœur il se déclenche ou pas, mais là en tout cas en photo, C'est quoi le diamètre? J'allais y venir parce que sur ce type de cadran, souvent, ils te sortent un 42 parce qu'il faut tout C'est mettre dans vrai. le cadran. Et du Je coup, vais vous le dire. je trouve que là, l'avoir sorti dans un 38, c'est très très intéressant. très bonne idée. C'est parfait, ouais. Ouais, ouais, c'est sympa. Alors, c'est bien que tu parles de ça, petite précision. Aucun d'entre nous n'a eu les montres en main. hein. Donc, c'est toujours sous réserve d'avoir. de ce qu'elle rend. Alors Ouais. Moon, j'ai essayé, pas celle-ci en tout cas. La sortie de ce Timefest, en tout cas celle qui pour moi a fait le plus de bruit, on parle donc de la Formex Aria Manufacture Chronomètre, donc montre bracelet intégré en titane. C'est également le premier calibre manufacture de Formex, le FX01 avec un mouvement ultra fin micro-rotor conçu avec Orage, donc certifié chronomètre, certifié COSC. L'épaisseur du mouvement, elle est de 2,9 mm. Donc petite démonstration sur le mouvement que vous voyez ici et sur la finesse de la montre. Le mouvement, il fait 2,9 mm. Pour vous donner une idée, j'ai ici une pièce de 2 euros. Une pièce de 2 euros, c'est 2,2 mm. Ça veut dire que le mouvement de la montre que vous avez en photo, là, il fait un tout petit peu plus en épaisseur qu'une pièce de 2 euros. Donc on a une grosse partie du mouvement qui est en silicium. Alors grosse partie, j'exagère. Marseillais direct. Et spirale, roue d'échappement et encre en silicium, donc pour l'antimagnétisme, et apparemment ça a aussi un impact sur le poids, et donc on a une épaisseur de boîtier à 6,9 mm. Je sais pas vous les gars, mais moi je vois pas souvent des montres qui font moins de 7 mm d'épaisseur, tout en titane grade 5. Point intéressant, c'est que les chanfreins que vous voyez ici sont finis à la main. Et pour la question du confort, boucle d'ajustement rapide des deux côtés du bracelet. Et les maillons sont incurvés, ils sont légèrement arrondis, donc vraiment la montre est pensée pour être archi confortable. On est donc à 7600 €. La marque est distribuée chez The Watch Gallery. Et moi j'aimerais lancer un débat parallèle tout de suite les amis. Si ça c'est pas à 7600 €, on met quoi à 7600 €? Sur le site, c'est un représentant, donc il y avait 100 montres par coloris. J'ai l'impression qu'ils ont vendu les 300. Moi je vois pas ce qu'on peut faire de plus en fait à un moment donné. Ces espèces de cadrans un peu incurvés là, je trouve ça dingue. Di Renzo a breveté ça, les amis. Ah ouais? Là c'est beau, c'est vraiment magnifique. Hein. Le seul point négatif, moi, c'est vrai que cette montre, je la trouve vraiment incroyable. Par contre, le diamètre est un peu large pour ce que c'est, je trouve. Surtout que le cadran est
très minimaliste. Ça fait que je trouve il y a un côté un peu plat qui est dommage. Et en fait, tout est super stylé dans la montre, mais le cadran fait un peu plat, alors que c'est souvent là où on attend des choses un peu sympas, quoi. Chercher finalement là dans Le problème, c'est que vu l'épaisseur, si tu la fais pas avec une certaine largeur, Les bracelets intégrés, faut souvent regarder plus l'entrecorne parce que moi j'étais déjà sur des bracelets intégrés de passer du 40, du 41 et pourtant je suis pas trop fan. Et au final, tu les mets au poignet, elles paraissent un peu plus petites. Ça peut être trompeur un peu sur les bracelets intégrés. À essayer. Mais c'est vrai que sur une épaisseur pareille, il y a clairement des contraintes au niveau des tailles et puis de la profondeur du cadran aussi. Ils font un truc un peu plat entre guillemets, mais tu vois, il y a Et pas, encore il y a- qu'ils ont ils encore pas trop réussi le choix non plus, à quoi. incurver un petit peu quand même. Ouais, bien sûr. Mais c'est Et très- puis c'est très beau. ils gagnent de la place avec la small seconde aussi, je pense, tu vois. Parlons d'HTD. HTD, ils veulent arrêter leur gamme tennis parce que c'est ce qu'ils ont commencé à faire et tout, mais ils coupent un peu ça. Et maintenant, ils sont en train de faire un shift assez intéressant. Ils sont en train de passer sur l'automobile. C'est assez marrant. Tu pars du tennis, tu finis sur l'automobile, et maintenant donc, en fait, ils sont en train de pousser leur chronographe. Je les avais montrés dans ma chronique avant. Faut parler rapport qualité-prix, tout ça. C'est un peu cher HTD, mais micro-marque et je vais pas te mentir, il y a des défauts dessus. L'ami Thomas de The Watch Picker, il y a des gens, ils ont acheté, il y avait des défauts sur le cadran, etc. Ils ont dû renvoyer chez HTD qui te répare le cadran et en fait, il s'est mal fait. Bref, c'est un peu un bordel le SAV. Ça nous rappelle une marque française que beaucoup de gens connaissent. Josh, comment ils font pour être cohérents, passer du tennis à l'automobile? Ouais, c'est toujours ce que j'ai reproché, moi, acheter des tennis. Ah, tu vois, acheter des tennis, pas de DA, c'est pour ça que j'irai pas. Je suis pas sensible à ça, mais t'essayes t'es dans le style Oster, quitte à pomper genre Rolex, et c'est quand même de te créer genre un univers, tu vois, autour de ça. Vous voyez à quel point, alors je sais pas si du coup vous avez vu la HTD Chrono tout à l'heure dans mon machin, mais j'ai l'impression que c'est exactement la même forme de boîtier. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont quasiment pris le même chrono. Alors, on s'entend, hein, ça ressemble au Zénith, ça ressemble à beaucoup de choses. Mais cette forme-là, voilà ce que les Chinois, ils arrivent à te faire en Mecha Quartz à genre 146 €. T'as un Ouais, truc... mais c'est toujours la même Alors, chose. D'ailleurs, t'as Nevada Grenchen qui a le sien, je crois, le Mecha Quartz, le saumon à 500-600 balles dans cet univers un peu chrono, que là, 2000 balles chez acheter des tennis, j'y vais jamais. Ah ouais, mais 2000 c'est ça €. le problème. Après, c'est mécanique, hein. Attention, c'est chronomécanique. attends, c'est 2000 balles. Ouais, Là, ils on parle de 2000. HTD, ouais, 2000. Après, les gars, tout ce qu'il y a chez The Watch Picker, c'est premium, hein. Il a Squall, il a Marathon. Je dirais que Marathon, c'est presque peut-être la marque sur laquelle tu peux trouver des trucs moins chers. T'as Oricost, ça envoie. C'est bien, Oricost. Il a une vraie expertise, le Thomas. Alors, je vous inviterai, si vous l'avez pas vu, à aller voir ma vidéo interview de Thomas de The Watch Picker en Belgique. Mais en fait, ce mec a décidé de faire venir en Belgique les marques qui n'étaient pas présentes. Et c'est très intéressant comme concept de boutique parce que ça lui permet d'aller creuser des marques très sympas. Et t'as Oricost avec cette type 32. D'ailleurs, je pense que personne n'a capté la blague. Pendant la chronique, j'ai dit que c'était que ça venait de l'aviation. En fait, ça vient de la marine. Et du coup, j'ai mis un avion en papier. Enfin, voilà. Ouais, c'est chaud. Hein. Mais en gros, ce que je disais, c'est que t'as Oricost, donc qui a annoncé cette plongeuse. Si vous voulez, on peut en parler très vite. Mais vous pensez quoi de ça? Est-ce que ça vous évoque un truc? J'ai vu. La Fusco, l'année dernière, était l'une des grosses sorties du Time Fest. Hein. C'est l'une des montres dont on a le plus entendu parler à cette occasion. Ouais, c'est joli. Ouais, beaucoup ont dit qu'il y avait de grosses inspirations à la Black Bay 58. Moi, perso, je ne trouve pas, mis à part dans les choix de couleurs. Mais bon, à ce moment-là, on nous a bien reproché de faire un podcast sur l'horlogerie, donc quelque part, voilà. Non, moi, mis à part dans les choix de couleurs, je trouve qu'il y a quand même des petites différences. Couronne à 5 heures. Par exemple, ouais. Au Squall, rapidement. Vous avez vu la sortie de la Squall, qui est une sortie importante de ce Time Fest. C'est la 2001 Marina Militare, parce que Squall fait partie des marques de montres qui ont équipé la marine italienne, comme Panerai par exemple. Est-ce que vous l'avez vu et qu'est-ce que vous avez à dire dessus, rapidos? Est-ce que ça vous évoque quelque chose, ça vous parle? Moi, tu vois, Squall, ça fait partie de ce dont je te parlais tout à l'heure. C'est une montre que je me verrais pas porter, mais que je pourrais complètement recommander parce que c'est, pour le coup, il y a une cohérence, il y a un délire, on est sur de la vraie tool à chaque fois. Je sais pas c'est quoi, c'est 300 mètres d'étanchéité, ça. Ouais, en fait, c'est des vraies plongeuses. Et alors, ce qu'il faut savoir sur l'histoire de Squall, qui est d'ailleurs très bien expliqué par Thomas dans la vidéo à ce sujet, en fait, c'est une marque qui a produit les boîtiers de très grandes marques, comme Tag Heuer, comme Doxa, plein de grandes marques de plongée. Et en fait, en termes d'histoire, c'est assez similaire à Rolex dans l'approche professionnelle et l'époque à laquelle ils ont fait leurs modèles, leurs innovations. Et donc ça, ce que je suis en train de vous montrer, en fait, c'est un héritage de cette époque, parce que eux, ils sont beaucoup sur des revivals. Ils ont collaboré aussi avec Blancpain, Squall. Tout à fait, avec Blancpain aussi. Pas étonnant. Pour une montre qui est très gros, ça reste très cohérent et je trouve ça plutôt joli. Il faut avoir le poignet pour porter ça.
Personnellement, je peux pas. Mais c'était un gros poignet, je pense que ça peut être très sympa. Après, actu très récente, ils ont sorti la Sub 37 Legend et c'est un bonbon. Parce que c'est une montre ultra fine, ultra petite, 37 mm, mais une plongeuse professionnelle. Alors attention, Squall, on est sur des prix très élevés. Roméo, Squall, c'est cher. Après, c'est normal, c'est de la vraie montre outil, c'est de la vraie montre de plongée, donc ils doivent avoir des coûts qui sont assez importants, j'imagine. Ils gagneraient peut-être à gagner en communication et à peut-être plus collaborer avec des youtubeurs directement, parce que si tu veux, il y a Chronoflexion qui a poussé la porte pour faire ça. Mais est-ce que vous aviez entendu parler de cette marque avant qu'on en parle 2-3 fois ou juste évoqué comme ça? Le problème, c'est que c'est pas dans mon univers, donc ça me parle moins. Donc ce qui me parle moins, c'est vrai que j'ai du mal à les penser. Je vois que c'est de la qualité, mais moi, les grosses plongeuses comme ça, si t'as pas l'utilité vraiment de plonger à porter tous les jours, même si là, tu vois, qu'ils fournissent des pros, que c'est une marque de qualité, je trouve que c'est vraiment compliqué à marketer, quoi. Non, mais ça, et ça convient certainement aux gens qui sont ciblés et qui font peut-être des activités, qui vont vraiment utiliser les montres et tout. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me paraît peut-être un peu difficile à porter dans la vie de tous les jours, entre guillemets. C'est pas une plongeuse de bureau. C'est sûr que, ouais, voilà, exactement. Ça veut dire qu'ils essaient de se diversifier parce que probablement qu'ils ont vu ces retours-là et qu'ils se rendent compte que c'est que des professionnels qui achètent ce qu'ils font ou des gens qui sont vraiment intéressés par l'héritage horloger. Chronoflexion, il est pas plongeur. Par contre, il a pas mal de Squall et pourquoi elle lui parle cette marque, je pense, pour vraiment le côté héritage. Roméo, tu voulais peut-être parler de la Baltic Space One? Voilà, donc la Baltic X Space One seconde majeure. Donc c'est pas vraiment une sortie Timefest, mais c'est relativement récent. Je vais aller assez vite sur celle-là parce que je pense qu'on l'a à peu près tous vu passer. Collaboration entre Space One qui fait des montres souvent assez originales, en tout cas avec une lecture qui est un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir, et Baltic dont on a déjà beaucoup trop parlé dans cette émission. Collaboration entre les deux. On est sur un mouvement Soprod P024 modifié spécialement pour intégrer leur sautant que vous voyez juste ici. On a via un premier disque et un second disque pour les minutes. Voilà. Couronne à midi, donc assez original. 38,5 mm de diamètre, 12,03 d'épaisseur, qui me semble quand même relativement honnête vu la complication. Et donc on est à 3 000 € pour la finition brossée que vous avez ici et 4 200 € pour la finition charbonnée que vous avez là. Voilà pour la Baltic Space One. Qu'est-ce que vous en pensez? À noter qu'on est sur du 904M, donc même acier Rolex. Donc on est vraiment sur de la qualité. Ce qui ne fait aucune différence et que apparemment c'est quasiment la même chose et on s'en fout. C'est bien de le dire. C'est les coûts. Moi, je vous avoue que j'ai l'impression que cette montre, elle est quand même assez importante parce que j'avais ce modèle-là en tête en fait quand j'ai fait ma chronique et quand je vous parlais de marques qui font évoluer leur modèle petit à petit et qui finissent par arriver à avoir une montre vraiment aboutie et tout. Alors oui, c'est pas les mêmes tarifs, c'est beaucoup plus haut de gamme, mais par contre là, je trouve que ça tape quand même très 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 haut. La montre est magnifique, c'est des dimensions très contenues. Pour moi, c'est vraiment le type de projet qui font vraiment asseoir une vraie réputation à une marque, quoi. Et puis surtout que deux marques qui sont pas du même groupe, qui vont venir collaborer chacun avec ses forces, le Neo Vintage et Space One, les complications. Je trouve que c'est vraiment intéressant en fait pour les passionnés d'horlogerie. C'est vraiment bien en fait. Ça mode viens, on fait des trucs un peu comme si c'était un feat dans la musique, quoi. Non mais c'est clairement ça. Hein. Mais est-ce qu'elle est pas plus Space One que Baltic quelque part? Oui, je sais pas vous, mais moi je retrouve assez peu on la voit pas de BM Baltic là-dedans, à part il y a le boîtier. le bracelet fait très baltique. Les cornes de vache là, c'est un peu baltique. Voilà. En fait, si elle est Baltic, c'est qu'elle est portable. C'est contrairement à Space One qui fait. Oui, c'est pas une Jacobenko. Space One, c'est un délire. Non, après, moi, les Space One, je les ai vus. En général, c'est très bien fini. Tu vois que c'est des très belles montres. Mais il faut avoir envie d'avoir une Batmobile au poignet, quoi. Voilà. Vous savez si elles ont toutes été vendues? Oui, alors en fait, crois, c'était pas une édition limitée. C'était limité dans le temps. Donc en fait, pendant une semaine, tout le monde pouvait la commander. Et ils vont en sortir autant qu'il y a de gens qui vont acheter. Mais par contre, de ce que j'ai vu, c'est qu'elle sera plus jamais produite. Vous avez vu l'imbroglio avec la couronne à propos de ce truc? Premier degré. Je vois comment vous êtes là tous. Je pense que la couronne, c'est quelqu'un avec qui j'ai l'impression qu'on pourrait partager de belles valeurs. Ce serait bien qu'on l'invite dans l'émission pour qu'il nous réexplique ce qui s'est passé à ce sujet. Ce serait une super chose. Non, et bien même si on l'invite pas, qu'on lui demande un petit truc, ce serait très cool. Et il non, vient de faut sortir qu'on sa marque, l'invite, mais pour des sujets intéressants. Non, tout à fait, mais justement en termes de, je parlais des à son contenu, c'est-à-dire qu'il a du contenu qui est très bon et qui, je pense, match bien avec nous. Enfin, il essaye de créer le buzz, qu'il sort sa marque, ça fait de la vue, il a vu qu'on se prend dans la tête un peu comme ça, faire attention à pas tomber dans ce fond de commerce, surtout sur les réseaux. Est-ce que ça t'inspire quelque chose justement par rapport à la création de ta marque, Max? Moi, je pars du principe
pour faire YouTube depuis, je sais pas, 4 ans maintenant. Les gens, ils te diront toujours que c'est de la merde. Tout ce que tu vas faire. Enfin, il y a les commentaires, tu vas te faire insulter. Moi, on insulte ma daronne parce que, je dis, je sais pas, j'aime pas cette Baltique. Tu sais, les gens, je les trouve vraiment pas mesurés. Encore plus la population TikTok. C'est un enfer. C'est à gerber. YouTube, tu commences un peu à voir aussi des vieux, des fois, qui pètent des câbles. Des fois, je me fais insulter. Je dis, bah, pourquoi? Tu sais, le mec répond en mode, ouais, t'as raison, désolé, c'était gratuit. Je pense que quand tu crées des choses, faut pas trop regarder les commentaires. Et parce qu'on est jeune, et 2, parce que tu fais des shorts. Et je crois que les shorts, en fait, ça amène de toute façon une population qui est violente. Tout venant, ouais. Donc c'est pour ça que moi je regarde pas trop. Après si moi je réponds en les insultant, ça me fait rire. Mais des fois tu peux passer tes journées. Genre c'est quelque chose, hein. Mais c'est vrai qu'il y en a qui sont vraiment entêtés. Tu sais qu'ils sont récupérables, tu t'en bats les couilles et tu passes ton chemin. Et par contre, t'en as qui sont quand même plus ouverts à la discussion et qui retournent leur veste dans ton sens au bout d'un moment, ouais. Ça arrive. Mais ce qui est marrant, c'est quand tu regardes un peu la dernière fois, je checkais tes commentaires, Josh, et les mecs qui m'insultent, ils sont chez toi en train de t'insulter, j'ai l'impression, ils sont en mode, allez tiens, je vais insulter quelqu'un, ils s'ouvrent 3-4 vidéos, et des fois je reçois juste des gros cons. Non mais je suis sûr, il y a des mecs qui sont juste bourrés devant leur, ils sont juste bourrés devant leur ordi et c'est tout, hein. J'ai quelqu'un qui m'a envoyé un mail pour me dire, t'embête pas avec les rageux et tout, nanana. Je connais un tel, et en vrai, je sais qu'il a une vie pas facile. Sous-entendu, il a que ça à faire. Et donc, ça te laisse entendre pourquoi les gens ils pètent des câbles dans les commentaires. Souvent, ils sont peut-être effectivement bourrés, ouais. Moi, c'est là où je trouve ça drôle, tu vois. Bon, même moi, j'ai réussi l'exploit de me faire insulter avant d'avoir sorti ma première vidéo, les gars, parce qu'on a eu le date. J'ai encore rien sorti. Ça t'a fait le puant, mec. C'est juste ça, moi, moi, c'est de lui passer des messages. T'es contre ça, chouette. Alors, on a eu des très bons retours sur la première émission, mais on a eu quelques commentaires un peu insultants. Tu te dis, le mec, il fait des critiques suffisamment précises, tu vois qu'il a regardé, tu vois, il a regardé au moins 10 minutes. Donc, tu te dis, il sort de sa journée de boulot, il va se mettre devant son écran, il regarde des gens qu'il aime pas, il râle devant son écran, ah, c'est vraiment des connards. Après, il se dit, je vais leur dire, je vais leur écrire, ah, vous êtes vraiment des connards, les mecs. Il répond. Mais tu imagines le temps et l'énergie perdue. Et moi, je devrais être touché parce que ce connard, il a décidé de m'insulter. Quelque part, on n'est pas du tout au même niveau, tu vois. Mais ça se trouve, il se fait chier dessus toute la journée au taf, il est pas dans le bon mood, voilà, quoi, tu vois. Mais tout ça pour dire que moi, j'ai l'impression, à mon humble niveau, que ces trucs-là vont pas du tout me toucher parce que, mec, si tu es capable d'aller regarder des vidéos des gens que t'aimes pas pour les insulter, pour des avis sur les montres, faut quand même se rendre compte du délire. Tout à fait. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on avait à dire à propos des nouveautés, des CNews, des machins. Je vous propose qu'on boucle l'émission. Donc, bah, il me reste à vous remercier pour ce super épisode et peut-être à annoncer le 3e épisode qui arrivera dans un mois parce que nous nous engageons dès aujourd'hui à tenter de faire un épisode mensuel. Je dis pas qu'on va réussir à le faire. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de faire et on va essayer de faire du physique. Comme ça, on se verra, on pourra se toucher, on pourra se sentir, savoir s'il y en a un qui est vraiment plus lent ou pas. Et il me reste simplement à vous remercier d'avoir visionné cet épisode avec attention. N'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes respectives, que Roméo va bientôt lancer sa chaîne et que Clément la lance dans une semaine. Hein. On vient de décider qu'il allait lancer sa chaîne. Toujours pas. Et encore merci à The Watch Picker et The Watch Gallery, chez qui vous pouvez aller acheter des super montres. En plus, ils sont très complémentaires parce que ils ont des marques différentes. C'était Bouton Rouge. Fin de transmission.